Et donc, si l'inclusion aujourd'hui pouvait sauver le modèle social français, c'est donc le thème de votre prochaine table ronde, cher Guillaume, pour laquelle de nouveau je vais vous laisser la main jusqu'à 10h55. Merci, oui effectivement, donc on va discuter maintenant d'un sujet complémentaire au précédent, donc la question de l'inclusion, des difficultés qu'on peut rencontrer compte tenu des inégalités très fortes qui existent dans notre pays et des moyens de les combattre, notamment au niveau des entreprises et de leur politique de ressources humaines. On va le faire donc avec Maud Sarda, donc, qui dirige une filiale, je crois, enfin je ne sais pas si on peut le dire comme ça, d'Emmaüs, qui est une place de marché d'Emmaüs, donc là où on vend en ligne les produits Emmaüs. Vous connaissez sans doute le principe de cette structure, et donc qui est très concerné évidemment par les questions d'inclusion, par le travail et des difficultés sociales qu'on peut rencontrer dans le pays, avec Elsa D'Acosta, donc qui dirige elle n'est pas là. D'accord. Donc, elle n'est pas là, on va l'attendre. Avec Nizar Bourchada, donc, qui est le directeur général adjoint d'une structure qui s'appelle Igencia, donc qui fait de la formation et qui dirige des écoles dans plusieurs campus en France. Et enfin avec Marie-Suzanne Locdeneux, qui appartient à une structure qui s'appelle Enhood, qui était autrefois Imauchan, donc une structure qui gère principalement des centres commerciaux, mais aussi maintenant des quartiers, des opérations immobilières, etc. Donc Maud Sarda, comment est-ce que vous voyez donc évoluer la question de l'insertion par l'activité économique? Est-ce qu'on est en bonne voie en France et qu'est-ce qui se passe sur ce plan aujourd'hui? Merci pour l'invitation. Non, on n'est pas spécialement en bonne voie. Je ne pensais pas démarrer directement par ça, mais c'est vrai que là, vous me tendez une perche que je ne peux pas ne pas saisir. Bon, peut-être avant ça, revenir un tout petit peu sur le modèle d'Emmaüs. Emmaüs, c'est de l'inclusion par le travail. Hein. C'est vraiment le modèle fondamental de ce mouvement qui a plus de 70 ans maintenant. C'est pas un mouvement caritatif, c'est vraiment un mouvement par le travail, l'inclusion, l'insertion par le travail, la formation des personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est en faisant ensemble dans le travail qu'on va pouvoir chacun d'ailleurs retrouver une dignité, une place dans cette société. Label Emmaüs, c'est le prolongement de cette philosophie d'Emmaüs. Donc Label Emmaüs, c'est effectivement une place de marché, terme français pour marketplace. Donc c'est un site marchand où on va trouver 2 500 000 produits de seconde main qui sont issus des dons. Et ces produits, ils ont été mis en ligne par des compagnons, des compagnes d'Emmaüs, des personnes en insertion, pas que chez Emmaüs d'ailleurs, puisque nous réunissons près de 200 associations coopératives, entreprises commerciales aussi, qui ont un label ESUS, donc des structures de l'économie sociale et solidaire, qui viennent aussi bien des ressourceries, de la Croix-Rouge, du Secours catholique, etc. Voilà. C'est un outil vraiment pour se former à des métiers du digital, du e-commerce, quand on est en insertion dans le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est pas forcément à ça qu'on pense a priori quand on passe insertion par l'économie. On pense plutôt à des travaux assez manuels, etc. Ah bah oui, c'est sûr que on a dans l'imaginaire collectif beaucoup, enfin les espaces verts, le BTP, les services à la personne, qui sont de très beaux métiers et qui emploient beaucoup de personnes évidemment dans l'insertion. Mais on est capable d'aller sur des métiers qui sont aussi effectivement les métiers d'aujourd'hui et de demain. Pour ça, on s'en donne les moyens. Donc on a aussi créé des écoles. En tout cas, Label
l'Emmaüs, on a 3 écoles, Marseille, Roubaix et dans le 93. Des personnes qui n'ont pas fait d'études pour la plupart. 80% n'ont pas le bac ou tout juste le bac. Et en 6 mois, 90% d'entre elles décrochent un diplôme d'équivalence bac plus 3 qui leur permet de rentrer dans des cycles de master ensuite sur des métiers du marketing digital, du e-commerce, etc. Plus de 50% de bénéficiaires du RSA dans ce public, plus de 50% de personnes qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville. Donc des miracles, on sait en faire. Après, pour reboucler avec votre question de départ, on était déjà pas mal des magiciens jusque-là, mais là je ne sais pas trop comment on va continuer à faire cette magie, et je suis bien obligée de le dire dans ce lieu. À Bercy en plus. Voilà, tant qu'à faire, profitons-en. 20 000 postes d'insertion seront supprimés si on ne s'y oppose pas. Dans le nouveau budget, c'est énorme, c'est un plan de liquidation d'ampleur, comme ça, en sous-marin. Donc on est vent debout, tout le monde de l'insertion est vent debout pour que cette catastrophe n'ait pas lieu. Et dernier chiffre quand même pour terminer, on n'est pas une économie sous perfusion. Loin de là, le rapport de la Cour des comptes le prouve, il est récent, et ce rapport il dit que pour 14% de l'emploi privé en France, l'économie sociale et solidaire ne touche que 7% des aides aux entreprises. Voilà, donc l'économie qui vit sous perfusion n'est pas forcément celle qu'on croit. Donc maintenant il va falloir franchement faire quelque chose pour la soutenir, pour qu'elle continue à faire tout ce travail d'inclusion depuis des décennies. Peut-être pour relier au débat précédent, comment vous voyez s'articuler cette question de l'insertion par l'activité économique, etc., avec des problèmes peut-être de double culture, de double nationalité, etc. aujourd'hui? Comment est-ce que ça complique encore les choses ou... Chez Emmaüs, 80% des personnes sont issues de l'immigration et non, je ne sais pas. Ça complique pas les choses, non. Pas chez nous, en tout cas. En revanche, oui, c'est sûr que pour placer nos apprenants ensuite en alternance dans les entreprises, oui, ça complique sérieusement les choses, oui. Ça, c'est clair. Bien, merci. Donc, on va enchaîner avec Nizar Bourchada. Donc, on vient d'évoquer déjà les questions de formation et d'éducation, mais elles sont effectivement centrales dans la problématique de l'insertion dans l'emploi de qualité et de la lutte contre les inégalités à ce niveau-là. On n'a pas été très bon, je crois, dans le système scolaire français jusqu'ici. Donc, comment est-ce que vous voyez ces choses-là ? Je vais tout de suite vous reprendre sur le système scolaire français, parce que moi, en fait, personnellement, si c'était pas une enseignante en collège qui m'avait tendu la main, je serais pas devant vous, en fait. Donc, je pense qu'en fait, on juge très très mal le système scolaire, et je pense que ça rejoint ce que Maud a dit, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un système qui est subventionné, mais pas autant que ça. En fait, c'est pas vraiment là où il faut regarder. Donc, je ferme la parenthèse, mais le groupe IGNCA Éducation est un groupe associatif, à but non lucratif. Il fait partie du top 10 des groupes éducation. On est le seul d'ailleurs associatif. On se bat beaucoup avec des très lucratifs. Et aujourd'hui, il a 12 campus. On a 19 000 étudiants. On a un campus également au Maroc, ce qui nous permet également d'injecter, notamment pour nos apprenants, de l'ouverture culturelle. On a également un campus à l'île Maurice, où on a profité de faire de la mobilité de nos apprentis à l'île Maurice et d'aller derrière aider certaines associations mauriciennes, et les apprentis sont revenus complètement transformés. Le groupe IGNCA Éducation, c'est également sur cette année l'accompagnement de 1744 QPV. Et je tiens à dire 44, c'est vraiment, on va dire que c'est des histoires. Et je vais peut-être, là aussi, en 3 points, décrire certaines de ces trajectoires. Le premier point, pour répondre à votre question, Guillaume, c'est il faut très souvent, sur ces publics fragilisés, il faut très souvent réparer.
réparer parce que ils arrivent tous avec, bien entendu, leur histoire, leurs difficultés, mais c'est très souvent là aussi des réorientations. Et quand on y arrive, quand on tend la main, quand on leur redonne confiance, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, et pas au travers de 2-3 là aussi apprenants, hein, c'est vraiment par milliers, on observe que très souvent, c'est eux qui réussissent le mieux. Comme diraient les jeunes, ils déchirent tout. C'est assez significatif quand on le voit également dans la mesure. Et ça, c'est mon deuxième point. La mesure nous sert aujourd'hui également à accompagner nos partenaires entreprises. Mesurer, leur dire qu'aujourd'hui, parmi leurs alternants... C'est de l'alternance, hein, principalement. C'est principalement, en effet, de l'alternance à 70% au sein du groupe Igencia Éducation. Hein, ça va du CAP jusqu'au Bac+5. Donc, nous, on fait le grand écart. Et on a très souvent, là aussi, des CAP qui se retrouvent en Bac+5. Donc, parfois, là aussi, j'entends beaucoup dire que l'infra et le supérieur sont deux mondes qui ne se parlent pas. Mais on a une véritable insertion, notamment nos bacs pro en commerce ou dans d'autres secteurs, qui utilisent justement la voie de l'alternance pour être un tremplin vers notamment le BTS ou vers certains de nos bachelors. Donc la mesure nous sert aujourd'hui vraiment à accompagner nos partenaires entreprises parce que ils ont besoin de pouvoir, au-delà des rapports ESG et autres, ils ont besoin là aussi de pouvoir se dire mais d'où on part et où on va et surtout quel est le résultat. Et le résultat aujourd'hui, sur les 15 derniers renouvellements qu'on a eus sur nos titres RNCP auprès de France Compétences et sur nos 1700 justement 44 QPV, on a 6 mois après la diplomation entre 91 et 100% de taux d'insertion. Donc quand je vous dis que ces profils-là réussissent, c'est une vérité, c'est mesuré. Et ce n'est pas juste le groupe Igencia, bien entendu, hein, loin de là, même on ne fait quasiment rien. C'est beaucoup de leur réussite, hein. C'est déjà ces histoires, ces trajectoires, c'est leur réussite. Et c'est également, hein, je tiens à le souligner, quand les entreprises jouent le jeu, il y a vraiment derrière une vraie transformation. Et comment ça se passe à ce niveau-là alors? C'est facile de trouver des entreprises qui jouent le jeu ou il y a des difficultés particulières? Alors nous, on a de la chance d'exister depuis 50 ans. Donc aujourd'hui, nos partenaires entreprises, c'est plutôt des partenaires très fidèles avec qui on travaille depuis de nombreuses années sur ces sujets. Donc on est moins dans la conquête du volume, on est plus sur un travail de fond. Et ce travail de fond, aujourd'hui, avec les interlocuteurs qui sont en entreprise, aujourd'hui avec une pédagogie professionnalisante, avec également un accompagnement renforcé, parce que ces jeunes-là n'ont pas juste besoin qu'on leur fasse un CV. Aujourd'hui, vous savez, cette Gen Z, avec l'IA, ils arrivent très souvent avec des CV très souvent mieux faits que la plupart de mes chargés de placement pourraient les accompagner. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est de l'entraînement, les éléments de langage, peut-être certaines fois également de code, et surtout de ce petit coup de pouce, parce que la motivation, ils l'ont. Merci. Donc, effectivement, on arrive à faire des choses très spectaculaires en formation et notamment en alternance, pas simplement, et on arrive à amener notamment des gens qui sont en CAP, etc., jusqu'à des niveaux très élevés. J'ajoute à titre purement personnel que c'est vrai que moi j'ai travaillé en Allemagne et c'est une des choses qui m'a toujours impressionné, c'est qu'en Allemagne, le CAP, l'apprentissage, c'est pas la fin du chemin. On peut monter et c'est un problème qu'on a eu jusqu'ici en France. Donc on arrive à des résultats très spectaculaires avec des taux d'insertion phénoménaux. Donc, pour terminer ce premier tour de piste, Suzanne Loqueneux, donc vous intervenez dans un groupe qui s'occupe notamment de centres commerciaux, mais aussi d'opérations immobilières et de rénovation de quartiers, etc. Vous êtes chargé dans ce groupe de l'action ESG, comme on dit. Donc,
comment est-ce que vous voyez donc cette question de l'insertion, de la lutte contre les inégalités à travers l'emploi et le travail? Déjà, merci pour l'invitation. Nood, c'est un opérateur de mixité immobilière. Donc, dans notre activité, on construit des quartiers de ville. On est à peu près 2000 collaborateurs répartis en Europe. Et donc, au sein de cette structure, on voit le sujet de l'insertion et de la précarité de deux manières. Déjà, il y a en tant qu'employeur, quel rôle on a pour assurer l'inclusion, assurer la diversité. Donc, on a un travail, des ateliers de travail qui sont réalisés avec les équipes RH et les équipes ESG, où on se retrouve à peu près tous les trimestres pour faire un suivi, un avancement. Et je vous rejoins sur le sujet de la mesure de l'impact. C'est essentiel, en fait, aujourd'hui, de pouvoir identifier les indicateurs que l'on peut suivre et partager avec l'ensemble d'une organisation pour pouvoir être en capacité de se mobiliser et de faire avancer ce sujet. Mais ce qui est aussi très intéressant au travers de notre métier qui est l'immobilier, c'est de pouvoir aussi agir en tant que prescripteur pour faire la ville. Donc le sujet de l'inclusion, il y a le point du travail qui est essentiel, mais il y a aussi le point de l'habitat. Le rapport à la distance aussi entre l'habitat et le travail, qui est aussi un point essentiel. Et donc nous travaillons sur les enjeux, par exemple sur la ville du quart d'heure, pour essayer au maximum de réduire les lieux de travail avec les lieux d'habitat, parce que plus vous réduisez les distances, plus vous facilitez l'accès à l'emploi. Une personne qui a 1h30 de trajet matin, 1h30 de trajet le soir, ça peut être compliqué pour elle de maintenir un emploi, d'être auprès de sa famille, de pouvoir éduquer ses enfants et d'être présent au quotidien. Donc dans notre rôle d'acteur immobilier, nous, ce que l'on souhaite aussi, c'est travailler l'inclusion par le projet immobilier, par la manière dont on fait la ville. Et c'est pas... Oui. C'est pas la logique de base du centre commercial quand même. Non, tout à fait, mais c'est aussi pour ça qu'on est dans une phase où nous devenons opérateurs immobiliers mixtes et notre rôle aujourd'hui, c'est de régénérer la ville. On va au-delà de la gestion juste de centres commerciaux, on va vraiment sur la recréation de quartiers de ville. Au travers de notre patrimoine en France, on a à peu près 80% de notre patrimoine qui est à moins de 3 km d'une zone QPV. Donc, par exemple, sur ces sujets-là, on sait très bien qu'on a une proximité et un lien de création d'emplois entre ces territoires, les territoires QPV, et nos centres commerciaux. Ce qui est aussi important, c'est que dans la programmation, au cœur des centres commerciaux, par exemple, on a aussi des actions. Sur Promenade des Flandres à Ranque, par exemple, Label Emmaüs est présent. Il y a un lieu de vente sur des produits de deuxième main. On travaille aussi avec des associations qu'on intègre au sein des centres commerciaux pour faciliter l'accès à l'emploi. Donc, je pense par exemple à Efficience, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui travaille à réduire la fracture numérique et qui aide les personnes à utiliser les ordinateurs, créer un CV et les accompagner dans la recherche d'emploi. Donc, dans notre rôle, au-delà même juste de gérer un centre commercial, on doit travailler à construire la ville de demain qui réponde aux aspirations pour réduire les notions de précarité et de vulnérabilité. On doit aussi s'assurer que le contenu de nos villes permette à tout un chacun de pouvoir se réintégrer sur les territoires et se réapproprier le territoire. Et ensuite, en tant qu'employeur, bien sûr, ouvrir les portes de l'entreprise, assurer une équité pour que chacun puisse être présent et avoir une place, parce que c'est la diversité qui fera la force de nos entreprises. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on pense insertion par l'activité économique et par l'emploi, il faut aussi penser les questions d'habitat, de logement, en même temps de distance entre emploi-travail. C'est ce qu'on essaye de faire en gérant des quartiers de ville. Donc on va repartir avec vous, Maud. Donc vous disiez tout à l'heure que vous rencontriez des grosses difficultés aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que la société française en est consciente? Est-ce que vous avez du soutien du côté des collectivités territoriales? Est-ce que quelqu'un est en mesure de se substituer à l'État s'il y a des choses qui reculent? Comment est-ce que vous voyez les choses sur ce plan-là? On est à quelques mois des élections municipales, par exemple. Est-ce que les collectivités territoriales sont sensibilisées aux difficultés que vous rencontrez?
Oui, oui, je pense que les collectivités, effectivement, elles ont quand même été toujours là toutes ces dernières années, avec ce qu'elles ont comme budget, de fait. Hein. Donc, si je prends l'exemple de la formation professionnelle, parce que c'est vrai que nous, on est quand même sur des activités assez différentes. Hein. Donc, on est sur de l'économie circulaire par le e-commerce, donc des métiers de la logistique, du numérique. Et puis, on est sur la formation professionnelle avec nos écoles. Donc, c'est pas forcément les mêmes axes de financement. Ça touche pas forcément les mêmes collectivités. Mais donc, par exemple, sur la formation professionnelle, c'est extrêmement compliqué. Évidemment parce que les budgets des régions c'est pas diminué, c'est-à-dire que la formation professionnelle, ça a été divisé par 3 déjà l'année dernière, et là on recommence à de nouveau couper de moitié. Hein. Donc nous, du jour au lendemain, par exemple, on s'est retrouvé avec 2/3 de notre budget sur les écoles qui a sauté. Et alors, autant vous dire qu'une école, franchement, elle coûte pas très cher. C'est 300 000 € l'année pour former 80 personnes qui décrochent, vous voyez, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 90% qui décrochent une équivalence bac+3, alors que 6 mois avant, ils n'ont pas le bac. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt efficace. Mais donc, on a dû changer de modèle. Donc, il faut innover en permanence. Là, concrètement, on est dans une phase de transition où, quand on va voir les départements, on nous dit « vous êtes trop professionnalisant ». Quand on va voir les régions, on nous dit « vous n'êtes pas assez professionnalisant ». Et puis, de toute façon, on n'a plus d'argent. Donc, là, on est en train d'aller vers l'alternance. Mais déjà, en 6 mois, faire ce chemin jusqu'au bac+3 et ensuite aller à l'alternance, c'est quand même pas la même chose, mais ça y est, on est CFA, on a lancé notre première promo en septembre de master, notre propre master en marketing digital. Et maintenant, le but, évidemment, c'est que l'apprentissage autofinance d'ici 3 ans toute notre école, y compris des parcours de formation qui n'ont aucune source de financement possible, à vrai dire. On ne peut pas facturer à des entreprises des parcours bachelor qui vont jusqu'à un bac+3 ou même encore avant. Et si on ne peut pas le facturer à des régions, ni à des départements, voilà. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste du mécénat privé. Donc là, on s'active de toutes parts pour trouver des mécènes qui nous soutiennent dans cette phase de transition. Et Zada Costa a été pensé dans cette table ronde pour notamment couvrir cette dimension. Mais après, il faut que ça marche côté entreprise aussi. Et donc, effectivement, nous, on n'a pas l'ancienneté que vous avez. Et c'est vrai que quand on démarre, franchement, sur un master, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Là, on a une promo test d'à peine 10 alternants à placer. On en a embauché 4 chez nous, chez Label Emmaüs. Donc, on montre l'exemple. On en a réussi à en placer 3 plutôt dans le secteur de l'ESS. Et puis, vous voyez, il y en a quand même encore 3 qui n'ont pas trouvé d'entreprise. Sur 10 personnes, on n'arrive même pas à faire... Alors que des partenariats en entreprise, on en a plein. Nous, tous nos formateurs sont bénévoles, en fait. Ce sont des boîtes de la tech, du e-commerce, du digital, en fait, qui font les formations bénévolement chez nous. Et ça marche super bien. On s'était dit que ça allait créer des passerelles comme ça, assez naturelles pour le recrutement. Mais alors, le recrutement, mais qu'est-ce que c'est compliqué quand même de passer cette barrière-là. Alors qu'on forme des gens à du marketing digital. Mais qui n'a pas besoin aujourd'hui de marketing digital tout de même ? Et de nouveau, je rejoins sur la motivation. Juste, il suffit d'aller dans les oraux de fin de parcours des personnes. C'est bluffant, quoi. Les apprenants sont incroyables. Et nous, on le voit bien avec les cadres qu'on a dans nos équipes qui s'occupent de la newsletter, des réseaux sociaux, etc., de la marketplace. Ça met même dans notre équipe une dynamique incroyable, en fait. Mais on finira certainement par y arriver avec des années un peu plus d'ancienneté. Et j'espère quand même qu'il va y avoir un peu plus de réveil au niveau des entreprises. C'est quand même, moi je trouve, en fort recul, vraiment de chercher à faire sa part en termes de recrutement, de diversité, d'inclusion. Il faut le dire, quand même. C'est pas quelque chose qui est en train de progresser. Il y a des boîtes qui jouent le jeu depuis longtemps et qui continuent à le faire. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui prenne de l'ampleur. Il y a un mouvement international, et notamment outre-Atlantique, qui ne va pas forcément... On n'a même plus le droit de le dire, d'ailleurs. Diversité, tiens, voilà.
Nizar Boucharda, vous ne voyez pas les choses de manière aussi négative quand même, mais l'apprentissage est quand même aussi un peu remis en question en ce moment, ou le coût de l'apprentissage en tout cas. Alternance. On n'a pas l'habitude à Mosaïque RH de faire de la langue de bois. On est à Bercy. Je sais que c'est eux les acteurs de la casse. Donc si les fantômes de Bercy m'entendent aujourd'hui, ils font énormément de mal et surtout beaucoup de mal à des publics justement qui réussissent, des publics qu'on a accompagnés, que l'apprentissage insère en emploi. Et ces publics-là sont également, c'est un cercle vertueux parce qu'on les retrouve en tant que manager et quand ils recrutent inclusif. Donc non, le modèle de l'apprentissage est un cercle vertueux. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux que rejoindre Maud. On est en train de diviser quasiment par deux. On est encore en train de réduire les budgets des organismes de formation. On est en train de également réduire les moyens des associations qui accompagnent énormément sur des aspects liés à l'orientation, à l'accompagnement des parcours et à la sécurisation des emplois. Tout à l'heure, on a Marie-Suzanne, pardon de vous appeler par votre prénom, mais qui parlait de la distance habitat-travail. Sur l'alternance, ça fonctionne exactement de la même façon. Il n'y a pas photo. Les ruptures de contrat d'apprentissage, quand elles arrivent, quand on regarde cette distance-là, c'est toujours une distance où dans les transports, ils ont 1h30. Donc nous, notre dernier campus, on l'a installé à Nanterre. Et les entreprises, quand elles recrutent, quand elles nous le déposent, on va dire leurs offres d'alternance, j'ai la chance, au sein du groupe IGNC Éducation, d'avoir à peu près une centaine je dirais, de conseillers qui vont voir nos entreprises. Donc, j'ai cette force de frappe qui collecte chaque année entre 15 000 et 20 000 offres en alternance. Mais aujourd'hui, nos systèmes et l'intelligence artificielle nous aident justement à faire ce rapprochement entre les lieux d'habitation et également les offres aujourd'hui de nos entreprises. On sait très bien que quand un jeune arrive tout content avec son entreprise et il dit « c'est bon, j'ai trouvé mon entreprise », c'est comme s'il avait trouvé le Saint Graal, mais on lui dit « tu as 1h45 de transport, tu habites à Melun, l'entreprise elle est à Cergy. On sait comment va finir l'histoire ». Donc on essaye derrière de lui dire on préfère aujourd'hui te trouver une entreprise plutôt proche de ton lieu d'habitation parce que c'est un élément très important à la sécurisation des parcours. Aujourd'hui, la lutte contre les ruptures devient pour les organismes de formation un sujet très important. Sur les 5 dernières années, on a eu un boom de l'alternance, c'est vrai. Là, on n'est plus du tout à l'asymptote, on est vraiment dans la chute. Les chiffres de la DARES vont tomber la semaine prochaine et on sait qu'on sera sur certainement entre moins 10 et moins 15%. Du coup, donc malheureusement, le million, on ne l'atteindra jamais. Donc le gouvernement a souhaité aujourd'hui d'avoir ce million d'apprentis. Vous citiez tout à l'heure, Guillaume, l'Allemagne. Il y a également le modèle de la Suisse. Là, on est reparti vers des temps qui sont plutôt sombres. Et aujourd'hui, qui en paye les conséquences? C'est plutôt des organismes qui accompagnent justement ceux qui en ont le plus besoin. Parce que quand vous avez le réseau, quand vous êtes je ne vais pas les citer, mais dans le Big Five des écoles de commerce, je suis désolé, mais l'insertion professionnelle à Bac+5, quand elle est à 100%, pour moi, c'est une évidence. Par contre, comme l'a souligné Maud tout à l'heure, d'accompagner un public fragilisé et de les emmener vers le bachelor, vers le master, la diplomation, mais également derrière vers l'insertion en emploi, cette mesure de l'indice de positionnement social, ce grand écart-là, ça nécessite des financements. Marie-Suzanne Lecneux, je pense que vous êtes en contact aussi avec vos collègues dans d'autres entreprises. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un recul en France sur ces problématiques ou c'est plutôt un mouvement qui reste américain pour l'instant? Sur les entreprises françaises et les entreprises qui sont liées au secteur d'activité du service, on sent que c'est encore très présent. Parce que dans le secteur du service, on a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes pour pouvoir assurer la continuité d'activité et pérenniser les modèles économiques. Donc l'inclusion et la diversité est un levier de recrutement pour ces acteurs. Je pense aux acteurs de l'hôtellerie, de l'accompagnement des services à la personne, mais aussi du commerce, commerce de proximité ou toute autre offre de commerce. Maintenant, moi, ce que je voulais revenir, c'est sur le sujet en fait, de l'ancrage sur les territoires.
Je pense qu'il y a un sujet et une opportunité autour de la responsabilité territoriale des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup généralisé ou nationalisé nos approches dans les entreprises, ce qui était très intéressant parce que ça nous permettait de mutualiser nos efforts, de pouvoir mettre en place des politiques au sein des entreprises et d'amener l'ensemble du collectif. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est le moment de la région, le moment du territoire. Il faut que chacune des entreprises soit en capacité en fait, d'identifier les opportunités sur les territoires, là où elles sont localisées, justement pour se rapprocher des écoles et justement pour se rapprocher des personnes sur ces territoires-là. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec des collectifs sur certains territoires pour venir aller trouver les bonnes associations, les bonnes écoles, et pour pouvoir s'assurer justement d'être toujours sur ce rapport temps école, travail, habitat, mais aussi pour s'assurer que les tissus locaux restent actifs et vivants, quel que soit le territoire en France. Parce qu'aujourd'hui, on a des gros systèmes de polarisation. On a polarisé sur des grandes villes. Et c'est sur les grandes villes où on a des sujets sur le transport, on a des sujets sur l'accès à l'habitat. Donc, je pense qu'il y a un développement d'une démarche autour de la responsabilité territoriale des entreprises. Et c'est là aussi où les entreprises pourront, peut-être avec des moyens modestes, parce que moins centralisés, aider au coup par coup sur certains projets d'académie, d'écoles ou d'associations à venir soutenir les écosystèmes. Et le gouvernement a promis, enfin s'il arrive à survivre, a promis un nouvel acte de décentralisation. Et je ne sais pas si on pourra mieux prendre en charge ce type de problème dans le futur. Il y aura de toute façon des questions de moyens qui seront très importantes là derrière. Donc, Maud Sarda, malgré tout ce qu'on a pu dire comme difficulté, est-ce que vous ressentez quand même que la société française est sensible, soutient votre démarche? Enfin, je ne pense pas qu'il y ait il y a des problèmes avec l'État, le financement, etc. Mais je ne pense pas que la sensibilité de la société ait beaucoup reculé là-dessus, sur ces sujets-là, au contraire, non? C'est pas tant la sensibilité des gens. Enfin, je pense que tout le monde a envie que ça progresse. L'inclusion, l'égalité des chances, la lutte contre l'exclusion. Enfin, qui peut être contre ces notions? Après, il y a quand même des idées qui se sont installées, je trouve, par rapport à la précarité. Mais ça, c'est en fait aussi les messages dont on est matraqué de messages, et beaucoup, les représentants politiques ont une responsabilité qui est colossale, je trouve, relayée par les médias à foison. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, c'est quand même la double peine. Non seulement les inégalités se sont creusées, c'est une réalité, il faut le dire. Il y a le rapport du Secours catholique, par exemple, qui est paru il n'y a pas très longtemps. On est quand même sur 15% de la population française qui est pauvre. C'est 10 millions de personnes. Il faut aussi dire qu'il y a 10 ans, les ménages qui étaient considérés comme pauvres vivaient avec en moyenne 650 €. Désormais, ces ménages pauvres vivent avec 545 €. Vous voyez, donc quand on est pauvre aujourd'hui, on est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Donc rien que ça, par exemple, c'est important, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée un peu on ne peut pas dire que ça va moins bien aujourd'hui quand même. Mais si, en fait, il y a vraiment une énorme partie de la population qui galère vachement plus qu'il y a 10 ans. Et les inégalités se sont creusées. Et la double peine, c'est que non seulement ça, c'est une réalité, mais qu'en plus, maintenant, il y a quand même cette idée que quand on est pauvre, on est des profiteurs, quoi. On est des assistés. Et ça, c'est vraiment quand même... ça s'est diffusé, quoi, de façon vraiment... donc, c'est pas simple, parce que on avance sur ces sujets d'inclusion par le travail. On essaie, dans l'ESS notamment, de prouver qu'une autre économie est possible, un autre rapport au travail, un autre rapport à la société, etc. Mais on est un petit peu tout le temps renvoyé vers ces histoires de subventionner, d'assistanat, de qui coûte cher, etc. On a beau
évaluer les choses sur l'insertion, par exemple. On sait que pour 1 euro investi dans l'insertion, c'est 1,50 € de recettes pour l'État. Enfin, ça a été évalué, qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver que c'est un investissement en plus rentable pour la société. Donc voilà, je pense pas que ça a reculé dans la société française l'envie de progrès social, mais il y a un imaginaire quand même qui est à combattre, quoi, hein, et il faut en avoir conscience. Nizar Borchada, vous le ressentez aussi de cette manière ou... Sur le modèle social français, moi j'y crois, hein. On parle de politique de la ville depuis très longtemps. Après, de là à le dire qu'elle fonctionne, je pense que si elle fonctionnait, on ne serait pas dans cette salle. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui agissent. Je rejoins beaucoup Maud dans malheureusement les représentations erronées. Je veux peut-être très rapidement, en 15 secondes, décrire une de nos apprenantes, hein, qui est à Lyon. On parle beaucoup d'assistanat. En fait, elle est venue en France. Elle est venue du Maghreb, elle est venue en France. Elle est venue pour ses études. Et malheureusement, elle n'avait plus de place à l'université. Donc, elle a essuyé un refus à l'université. Et donc, pour ça, elle s'est dit, plutôt que derrière d'attendre et de patienter l'année d'après, elle est partie travailler. Et elle travaillait dans une boulangerie. Et dans une boulangerie, il se trouvait qu'un jour, il y avait mes équipes du coup, qui sont parties déjeuner. Et elle a reconnu le logo d'une école dans l'informatique parce qu'elle voulait faire de l'informatique. Elle leur a posé tout de suite la question, en disant, mais comment je pourrais du coup faire des études d'informatique ? Et ils lui ont dit, viens. On est juste en face, le campus est juste en face. Dès que tu as terminé, viens, on va te recevoir. Et aujourd'hui, elle a fini ses études. Pendant ses études, elle a continué à travailler alors qu'elle était alternante. Enfin, il faut imaginer, hein, les journées, travailler le week-end alors que vous êtes également alternant la semaine, alors qu'il faut également travailler pour les examens. Mais aujourd'hui, elle est fière parce qu'elle a payé sa maison à ses parents. Elle est fière parce qu'en fait, en tant que femme, elle a réussi dans le monde de l'informatique. Et ça, là aussi, c'est un vrai défi. Et donc, je pense que le modèle tel que tous on le voit ici, je dirais, existe. Maintenant, pour faire en sorte qu'il fonctionne, il faut véritablement, déjà que tous les acteurs qui travaillent autour des sujets de l'inclusion soient soudés, hein. Je remercie beaucoup Myriam, Saïd, Nicolas, hein, qui continuent farouchement à animer ce sommet de l'inclusion. Il faut continuer malgré justement que voilà, certains acteurs souhaitent faire en sorte que les financements baissent. Donc nous, on y croit dur comme fer. On est inclusion pratiquant, si je peux me permettre. Eh bien, ce sera le mot de la fin, un petit peu optimiste malgré la tonalité globale de la table ronde. Merci à tous nos intervenants. C'est moi qui vous remercie. Merci Guillaume Duval, merci à vos invités également pour ces échanges.